Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est Louis-Philippe Valiquette et aujourd'hui, je suis avec François Larouche. Bonjour. Et Viviane Martinova-Croteau. Salut. Cette semaine, on souligne la Journée internationale des femmes et le rouge vire orange. Ben non, on parle pas des libéraux qui virent QS. Là. Franchement. Oh. Bonjour à tous, bienvenue. Donc pour commencer, je voulais juste rappeler qu'on a toujours les entrevues avec Jean-Sébastien Marchand, Sonia Lebel, Éric Kerr et Marois Risky qui sont en ligne. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller chercher des ressources pour vous impliquer auprès soit de vos députés ou en politique en général ou auprès des engagés au site agir.engagépublic avec des s.com. Et puis bien sûr, si vous voulez vous afficher comme personne engagée, vous pouvez aller sur notre boutique à boutique.engagépublic.com. Donc, cette semaine, en fait hier, avait lieu la Journée internationale des droits des femmes. Ça me donnait envie de parler de l'implication des femmes au pouvoir politique. Puis à travers le monde, dans le fond, hier, pendant cette journée, la journée a été commémorée un peu partout. En ce moment, il y a un peu plus que 40% des députés à Québec qui sont des femmes, puis environ le même pourcentage au Conseil des ministres. Par contre, quand on regarde juste les chiffres, il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein? La plupart des grands ministères comme la santé, l'économie, les finances, le travail, l'éducation, les transports sont occupés par des hommes. Puis comme le confirme un sondage léger, la population canadienne est consciente que l'égalité n'est pas atteinte. Viviane, pour toi, quels sont les enjeux les plus importants pour la lutte de l'égalité des femmes aujourd'hui au Québec? C'est difficile de décider où commencer exactement. Est-ce qu'on a 3 heures devant nous? C'est ça, exactement. T'as un choix, puis c'est celui-là qu'on règle, puis les autres, on n'en parle pas. Non, je peux pas choisir parce que, écoutez, juste une rapide énumération. Si on commence par parler des violences faites aux femmes, 5 féminicides juste dans le mois dernier au Québec. Les agressions sexuelles qui sont avec MeToo, qui demeurent malgré tout largement impunies encore maintenant. Toute l'histoire juridique autour de Dis son nom, puis des dénonciations anonymes qui est en cours en ce moment. On ne sait pas comment ça va se solder, mais il y a vraiment... il y a vraiment un problème là, tout le monde le sait, là, au niveau des dénonciations, des agressions sexuelles. L'écart salarial... les femmes gagnent encore un salaire horaire qui représente 87 cents par dollar gagné par un homme en moyenne. Puis ça, peu importe le niveau d'éducation, c'est à peu près constant. Maintenant, à travers la pandémie, les femmes sont beaucoup plus touchées par la pandémie, représentent 3 fois plus des pertes d'emploi, un redémarrage beaucoup plus lent. Souvent, les emplois qu'elles occupent sont les emplois de première ligne dans les services essentiels. Puis c'est encore plus vrai pour les femmes racisées quand on pense aux préposés, aux bénéficiaires, notamment dans le Grand Montréal. Je pense que j'avais lu, c'était 90% des postes étaient occupés par des femmes racisées. La charge mentale pour s'occuper des enfants quand les écoles sont fermées, quand les garderies sont fermées, c'est très majoritairement les femmes, 64%. Des ménages, c'est seulement les femmes qui s'occupent de l'aide aux devoirs, imaginez. Il y a eu un retour du balancier aussi pendant la pandémie. Hein. Les femmes se sont plus occupées là, des tâches à la maison. Ils étaient les premières à perdre leur emploi dans une proportion plus grande que les hommes. Là. Exactement. C'est sûr que ou à quitter leur emploi ou à réduire leurs heures parce qu'il fallait que quelqu'un s'occupe des enfants. Puis elles sont très nombreuses à être rester à temps partiel depuis ce changement-là aussi. Surtout si elles font 87% du salaire de l'homme. Donc, naturellement, c'est comme la décision économique, c'est ça aussi. C'est un cercle, c'est parfaitement un cercle vicieux, en fait. Puis ça m'amène à avoir... vous m'avez dit de choisir un sujet, là. Bon. Mais moi, je suis curieux de t'entendre. Tu commencerais où dans ta liste que tu as énumérée, justement? C'est une grosse liste que tu as faite. Oui, il y a beaucoup de choses
qui sont liées les unes aux autres, là. Puis je pense que les agressions sexuelles et la violence faite aux femmes, c'est quelque chose qui est urgent, là. Euh, Puis en plus, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, donc ce serait le fun que ça soit d'en parler pour les régler. Je sais pas si ça peut se... C'est peut-être utopiste de penser que ça peut se régler durablement, mais qu'il peut y avoir des grandes avancées de fait, notamment pour les agressions sexuelles. Je pense que vous avez suivi comme moi le procès de Gilbert Rozon, puis à la fin, le jugement qui est tombé disait, ben, c'est pas une question de qui je crois plus que l'autre, c'est est-ce que Rozon réussit à semer le doute Ouais. par rapport au témoignage, puis juste ce doute-là, le doute raisonnable fait en sorte qu'il ne peut pas être inculpé. Mais ça veut dire que c'est impossible pour une femme d'obtenir justice dans le cas c'est presque impossible d'obtenir justice face à une agression sexuelle, puis il y a quelque chose qui doit changer. Je sais pas quoi, je Mais suis c'est un pas peu pour ça juriste, qu'il mais c'est y a des vraiment... parlementaires en ce moment, Viviane, qui travaillent sur un tribunal spécial, je pense. Oui, je pense qu'un tribunal spécial, c'est intéressant, mais je sais pas si... J'ai pas lu le jugement au complet, mais de ce que j'en ai lu, j'ai pas l'impression que le problème était nécessairement que le tribunal n'était pas assez spécialisé. OK. J'ai l'impression que c'est comment la loi est écrite. En fait, dans le cadre de crimes de nature sexuelle, le fait que le moindre doute puisse disculper l'accusé, euh, ça va toujours être la parole de l'un contre l'autre, là, de par la nature de ce type de crime-là. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant un tribunal spécialisé, finalement. Puis, au final, est-ce que... je sais pas, est-ce que tu vois des avancées dans ce domaine-là? Est-ce que tu as vu dernièrement ou dans les dernières années quelque chose qui s'est passé? Mais je l'ai mentionné rapidement. Je vais peut-être détailler un petit peu là-dessus ce qui se passe avec la page Facebook Dis son nom, où dans le fond, des femmes principalement, mais pas seulement, ont nommé leurs agresseurs à des administratrices. Et maintenant, ces administratrices sont poursuivies en justice pour diffamation et puis pour pas avoir... c'est ça, pour diffamation, en gros, par une des personnes qui avait été mentionnées sur cette page-là. Et bon, l'anonymat des administratrices est compromis, donc elles sont plus protégées, mais pas juste seulement leur anonymat à elles, mais l'anonymat des personnes qui ont écrit à la page pour dénoncer. Et là, c'est assez terrible parce que ces femmes-là ne pouvaient pas obtenir justice de façon, disons, traditionnelle. Et là, elles se sont comme faites justice d'une façon qui est vraiment pas optimale, mais là, elles s'embourbent dans quelque chose qui est juste encore pire. Puis il y avait finalement aucune porte de sortie, aucune façon d'obtenir réparation pour ces femmes-là. C'est ça que je trouve vraiment terrible. Puis j'ai un peu peur, honnêtement, de ce que ça va donner, cette poursuite-là, pour ces personnes-là. Là. Je trouve que c'est vraiment une situation problématique sur toute la ligne. C'est sûr que la question de justice là-dedans, puis de comme en tant que concept, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de comment est-ce que je peux comment est-ce qu'on peut me rendre justice à travers ça? Puis, comme, est-ce que d'écrire un nom sur une liste, ça dépend beaucoup de c'est quoi la définition individuelle. Ben, c'est ça, parce qu'il y a une façon en tant que société qu'on a décidé, la justice, ça veut dire ça, mais en même temps, comme chacun peut avoir aussi son interprétation de qu'est-ce qui va rendre justice selon moi, tu sais. Puis... Oui, puis peut-être qu'une piste de solution, mais là, je m'avance dans quelque chose encore que je connais trop peu, mais c'est d'avoir davantage une justice axée sur justement la réparation que sur la punition. Mais peut-être que j'ai complètement tort là-dessus, puis que la punition est aussi nécessaire, ne serait-ce que pour l'effet dissuasif, là.
Mais effectivement, c'est pas se rendre justice là, d'écrire un nom sur une liste Facebook. Là. c'est Mais c'est ça tout doit leur faire croche. du bien. Ça doit être Ouais, utiliser le mot exutoire, c'est mal choisi, mais ça doit. Parce il y a un besoin s'ils sont rendus là, c'est un ces besoin, victimes-là. exactement. C'est exactement ça. Ça explose de partout. Donc là, ça a explosé dans cette voie-là Mhm. et qui manifestement est pas non plus une solution. Donc, j'espère que ça, c'est quelque chose qui va changer. Mhm. Mais je trouve qu'il y a du Parce que positif quand même. Tu sais, bon, OK, pas... le système de justice, moi, je suis pas avocat, là, je m'avancerai pas. Je te laisse LP, toi, l'expert en juridique, t'avancer. Je m'avancerai pas dans le monde juridique. Mais clairement, le système de justice a besoin d'être réformé sur plusieurs dossiers. Mm. Mais au moins, la culture change, je pense. Tu me diras si je me trompe, Viviane. Là. Je Tu sais, pense aussi, oui, effectivement, en tant c'est que vrai. gars qui a vu la... Moi, je me souviens d'une époque, là, je bifurque un peu, là, mais je vais revenir. Me souviens d'une époque quand j'étais jeune où se faire traiter de tapette, c'était de shit, là. C'était la fin du monde, là. Puis aujourd'hui, bon, je pense qu'on est dans une culture un peu moins toxique que ça et à Tout dominance à fait masculine, là, juste. tu sais. Fait que je pense qu'au niveau des gars, la relation avec les filles, ça s'est amélioré. Fait que ça, c'est positif, je trouve, là, que on a avancé. Puis c'est tough, hein, parce que, tu sais, on chiale beaucoup dans les médias. On est beaucoup dans une culture médiatique du clic où il faut absolument avoir les titres peut-être qui alimentent le plus de clics, puis ça crée peut-être des tensions sociales, mais force est d'admettre qu'à un moment donné, depuis 20-30 ans, à force d'en parler, puis à force d'avoir ces dénonciations-là, ben, ça change le comportement des hommes puis de bien du monde, là, je pense. Oui, puis tu as raison de le mentionner, François, puis ça répond, tu sais, la question de Louis-Philippe, qu'est-ce qui s'est amélioré? Je suis entièrement d'accord. Je pense que juste les 2, 3 dernières années, il y a une grosse différence, là. Avant, une personne, une bo- bonne personne, là, foncièrement, là, pouvait trouver que ces comportements-là étaient tout à fait normaux. Puis maintenant, Mhm. ben, une bonne personne sait c'est quoi le consentement, puis va trouver ça, va y penser 2 à 2 fois avant de passer outre. Ouais, Euh, on sent qu'il y a 10 ans, il n'y avait consentement de sa probablement partenaire. pas des formations à toutes les années quand tu arrives dans un milieu de travail. En Ah tout cas, oui. moi, tous les endroits où j'ai travaillé, il y avait toujours des formations sur le harcèlement au travail, les Mm. relations au travail, puis tout ça. Puis tu sais, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais vu arriver d'une telle manière il y a 10 ans, ou tu sais, comme dans mes premiers emplois, c'était pas vraiment un concept nécessairement. Et surtout Puis quand tu as des boss qui peut-être n'ont pas les meilleures pratiques de relation. Là. Tu sais, les boss, là, ouais, tu sais, je claque. Puis, tu sais, ça aide pas Mm. non plus. Là. Le ouais, ben, Boys Club. ouais, exactement. Puis non seulement, tu sais, juste ça, mais voir, tu sais, j'ai été dans des situations où est-ce que tu avais un gars qui jasait avec une fille, puis de facto, ça voulait dire qu'elle allait coucher ensemble quasiment, tu sais. Ça, c'est comme une espèce de Mm. mentalité qui peut pas exister, là, tu sais. Mhm, mhm. Puis je pense que le fait qu'il y ait j'appelle ça des formations, mais tu sais, c'est de la sensibilisation aussi sans arrêt, tu sais, ça change les mentalités, puis c'est sûr que c'est jamais du jour au lendemain, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un petit bout de chemin de fait, puis qu'il faut pas arrêter où est-ce qu'on en est. Une affaire aussi qui a l'air vraiment intense. Je sais pas, Viviane, si tu veux te dévoiler là-dessus. C'est les commentaires sur les médias sociaux que les filles reçoivent. Mm. Quand tu parles à plusieurs filles, tes amis, les collègues, les messages d'hommes de plusieurs tranches d'âge que vous recevez Mhm, ont l'air un peu fucked up. mhm. Ah ouais, Ça aussi. oh, c'est beaucoup dans les réseaux militants, là, vous devez en avoir entendu parler aussi, là. Moi aussi, les femmes, on s'en parle, puis c'est assez... c'est quasiment... C'est un désavantage, en fait, pour vrai, là, même candidate dans une circonscription random pour un parti qui sera pas élu, What? je veux dire, tu vas avoir des... Ouais, c'est ça. Tu vas Pour un avoir pays en devenir. des Ouais, messages ouais. assez... Puis tu sais, quand t'es... Là, je parle de mon expérience, mais quand tu es candidate là, dans une circonscription, puis là, tu veux ajouter... Tu as plein de demandes d'amitié un peu bizarres, puis là, tu veux Ouais. ajouter tout le monde, accepter tout le monde parce que
t'es candidate, tu sais, c'est peut-être un électeur, mais là, tu te retrouves avec du monde assez bizarre, merci, sur ton Facebook. Je suis pas sûre que les autres candidats dans la course avaient le même genre de demande. Là. Puis, il y a une autre affaire, moi, je voulais vous lancer. Là. Viviane, tantôt, tu parlais du salaire, puis des conditions de travail. Puis, je ne nommerai pas l'entreprise, mais une affaire aussi que j'ai remarqué qui m'a un peu traumatisé, c'est la crédibilité qu'on donne aux femmes, des fois. J'ai eu une expérience où, et ce n'est pas le Parti québécois pour ceux qui me connaissent, j'ai juste le dire tout de suite, parce que, tu sais, plus dans le balado, les gens savent ma couleur politique, mais j'ai déjà travaillé dans une entreprise où, quand je donnais un commentaire, c'était plus accepté que quand une de mes collègues donnait le même petit commentaire. Et ça m'a toujours un petit peu flabbergasté parce que ça montrait, pour moi, ce que j'en retirais, c'était ça montrait l'importance que les gens accordaient à l'apparence sur la compétence ou d'écouter vraiment le fond. Parce que, tu sais, c'est pas parce que tu es bien habillé, que tu es une jolie fille, que je vais donner un cas extrême comme tu as une petite voix, que tu es toute menue, que ce que tu dis, c'est pas bon dans ton entreprise. Puis ça m'a toujours un peu traumatisé, ça. J'ai toujours entendu que les femmes sont jugées sur leur... comme il faut qu'ils se prouvent pour paraître, tandis que les hommes sont jugés sur leur potentiel. Fait que, tu sais, si, ce gars-là, il a l'air à son affaire, donc... il mérite, je sais pas, son augmentation de salaire puis tout, mais la femme doit comme le prouver dans des actions, puis c'est tout le temps après le fait, tu sais, fait que c'est tout le temps en étant. Puis les femmes en sont conscientes, hein. Il y a des études qui démontrent que alors que les hommes vont appliquer pour des postes quand ils n'ont qu'environ 60% des exigences, mais les femmes vont attendre d'avoir 100% des exigences pour appliquer sur ces postes. Puis encore, t'es généreuse. Des fois, je pense que capable de... Oui, c'est ça. Mais c'est ce que les études signalaient. Puis effectivement, on accorde beaucoup... Puis c'est difficile, hein? Il faut faire un travail conscient pour passer par-dessus ça, mais on accorde beaucoup d'importance à la confiance qu'une personne semble avoir en elle-même. Puis François, les situations dont tu parlais, je l'ai vécu aussi, là, il n'y a rien qui me frustrait plus que de faire un commentaire qui passe complètement dans le beurre et un autre gars, un peu plus tard dans la discussion, va faire exactement le même commentaire. Puis tout le monde trouve que c'est l'idée du siècle. Puis, et ça m'est arrivé et ça me fâche. Et moi, j'ai tendance à le mentionner, mais c'est ça que j'ai dit, tu sais, je le laisse pas. Puis les gens, là, non, c'était pas... Ah, c'était-tu ça? Tu sais, cette réaction-là de en plus revenir par-dessus que... Ah, mais c'est pas ça que t'as dit? Non, mais... Ah, c'est bizarre. Mais là, pourquoi... Tu sais, c'est pas important, là... la paternité de qui a dit quoi. L'important, c'est que l'idée soit bonne. Puis que ce soit paternel et pas maternel. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, exact. Mais je suis devenue très revendicatrice à cause de ça. Non, c'était mon idée. Là. J'espère juste que ça va changer avec les générations montantes. Là. C'est pas que les vieilles générations ont de la misère, mais tu sais, en tout cas, j'espère qu'avec plus de sensibilisation et une nouvelle génération de féministes, ça va... Je pense que c'est quand même intéressant à la lumière de comme ce qu'on vient de parler de tu sais, les hommes ont moins besoin de se prouver, puis ils vont aller chercher des postes qui sont peut-être pas complètement qualifiés, puis tout. Puis, tu sais, quand tu penses à les positions en politique, comment est-ce que ça se reflète, ces phénomènes-là? Tu sais, est-ce que c'est pour ça qu'on a des plein d'hommes qui sont les gros les gros ministères, les gros ministres. Quand tu dis les gros ministères, c'est ceux qui ont des gros budgets, effectivement. Exactement, c'est ça. Donc, puis, tu sais, ça fait pas que c'est eux qui gèrent la machine, là, finalement. Là. C'est important de... Effectivement. Ouais, puis tous ces ministères-là aussi ont comme une... Tu sais, on leur attache comme des qualités masculines, là, aussi, là, ou comme... tu sais, c'est quand tu parles de l'économie, ben là, c'est une affaire de... C'est une affaire de banquier, d'hommes, puis tout ça. Les finances, même chose. Le transport, ben, tu sais, c'est comme... On va construire des routes, fait que c'est une affaire de gars, tu sais.
Puis là, l'éducation, c'est comme ambigu un peu, là. Fait qu'on a peut-être le droit des fois Le d'avoir pire, des femmes, là, mais... la santé puis l'éducation, c'est massivement des femmes qui ça, occupent oui. les postes qui relèvent de ces ministères-là. Et pourtant, c'est assez rarement des femmes qui sont ministres. Alors, c'est assez... là, Jean-François Roberge, par exemple, qui est très critiqué, là, c'est pas un bon premier ministre de l'Éducation. En tout cas, ça aurait peut-être fait du bien d'avoir une femme à cet endroit-là, considérant que des enseignantes, il y en a beaucoup, beaucoup plus que des enseignants, là. Mais tu sais, tu as beaucoup de... j'allais dire de facteurs, mais quand tu es une femme, c'est plus difficile d'aller en politique. Si tu veux avoir une jeune famille, tu as le fait biologique, mais après ça, tu veux t'impliquer. Tu as, comme tu dis, l'espèce de penchant négatif que les femmes ont de la misère à... Il y a toujours une espèce de syndrome de l'imposteur qui est là. On part avec 2-3 prises, là. L'apparence, on va se faire juger, tous les commentaires, les gens qu'il faut que tu accueilles. Tu pars avec plusieurs prises là, contre toi. Là, alors que puis c'est la norme. Tu te bats contre la norme. Ça fait combien de... Ça fait quoi? Plus des centaines d'années, 200 ans là, qu'il y a de la démocratie occidentale aux States, là, qui est comme la première. Ça fait des centaines d'années que c'est à peu près juste des hommes. Là. Et qu'il n'y a toujours pas eu de femmes présidentes aux États-Unis, là. Ça sent bien. Non, mais ça m'amène à... par rapport à la famille, parce que c'est souvent ça qu'on a intuitivement comme obstacle pour que les femmes fassent des carrières en politique ou des grandes carrières prestigieuses dans le privé. Ça me donnait envie, moi, ce sujet-là, de parler de quelque chose de plus personnel, là. Moi, je suis devenue mère il y a presque 9 mois maintenant. Puis dans mon cocon, dans mon entourage qui est principalement de gauche, mais aussi surtout éduqué en grande majorité. Moi, je suis entourée de gens qui sont allés à l'université aussi. Je pense que je m'embarquais là-dedans avec une certaine naïveté, là, une espèce de capacité de dire, moi, je veux un partage des tâches, là, égal. Je veux que le poids soit autant sur mes épaules que sur celui de mon conjoint. Puis il est tout à fait entièrement 100%, 1000% à la hauteur de ça, d'ailleurs. Je pense qu'il m'en On va lui demander, là, il était derrière toi, là, on va lui dire de... Mais il n'y a rien pour me ramener à la réalité qu'un groupe Facebook de mamans qui avait des dates prévues d'accouchement à peu près similaires à la mienne, de mamans de toutes les régions du Québec, puis me ramener en pleine face à quel point c'était pas une évidence pour la majorité des autres couples. Puis même, non seulement ça, mais j'ai l'impression qu'on régresse par rapport à certains acquis, en ce sens que qu'il y a des choses que je crois qui faisaient partie de la culture québécoise en matière d'égalité homme-femme, puis qui nous distinguent, puis que moi, je trouve super cool et dont je tire vraiment une grande fierté, puis qui sont plus... qui sont vraiment pas populaires, qui perdent du terrain, en fait. Puis je donne juste 2 exemples. Ouais, je donne juste 2 exemples. Le premier, qui est peut-être plus concret, plus important, c'est le partage des congés parentaux. On a un régime de congé parental fantastique au Québec. Il y a encore de la place à l'amélioration, mais on est quand même dans le top mondial, là, puis j'en profite et je trouve ça extraordinaire. On se le partage. C'est pas du tout la norme de partager le congé parental, je me rends compte. C'est beaucoup sur les femmes, puis ça, ben, ça impacte éventuellement leur carrière. C'est un retard qui sera jamais rattrapé. Ça fait un cercle vicieux. On en a parlé tout à l'heure dans le contexte d'une pandémie ou dans n'importe quel contexte de crise qui pourrait survenir. S'il y a un besoin pour que quelqu'un s'occupe des enfants, ben, le retard qui est pris, si c'est la femme, évidemment, qui prend tout le congé de maternité au niveau des possibles avancements de carrière, bien, ça accentue la différence de salaire, ça accentue la probabilité que ce soit l'homme qui continue de travailler puis la femme qui reste à la maison à temps partiel ou à temps plein. Et on s'en sort pas de ça. Moi, ce que je trouve extraordinaire du congé parental partageable, c'est que quand une entreprise embauche quelqu'un, là, que ce soit un homme ou une femme, là, il ne va pas se dire « Oh non, je ne l'apprendrai pas elle est en âge, peut-être qu'elle va vouloir des enfants, je vais la former puis elle va partir en congé parental. »
il peut se dire la même chose pour un jeune homme. Là. On part un peu plus sur des... Non, mais je veux dire, on part absolument. un peu plus sur des bases égales, puis je trouve ça tellement bon comme idée. Puis ça fait en sorte que les pères sont tellement plus proches de leurs enfants aussi. Puis moi, dès l'hôpital, là, je sentais là, que c'était... Puis mon conjoint était d'accord avec moi, c'était tout sur la mère. T'sais. On regarde la mère en premier quand on pose des questions. C'est comme... C'est la mère qui est responsable de l'enfant là, dès sa naissance dans notre culture. Puis je trouve ça un peu dommage. Puis mon autre exemple que je voulais donner, et après ça, si vous voulez, on peut c'est super intéressant, passer à un nouveau sujet. Mais le double nom de famille, là, qui est permis depuis... C'est plus abstrait. Oui, juste double. Ouais, parce que ça va s'accumuler. C'est plus abstrait comme sujet. C'est peut-être moins... ça a peut-être moins on voit peut-être moins l'impact concret que ça peut avoir, mais le fait que depuis 1981 au Québec, on puisse donner un ou deux noms de famille ou trois, mais la norme, ça a été pas mal longtemps deux, là. Ça fait en sorte qu'on n'efface pas l'héritage des femmes dans l'histoire, dans les arbres généalogiques. Puis l'impact de transmettre le nom de famille seulement de l'homme, puis ça fait en sorte qu'on efface la présence des femmes dans nos histoires, dans nos gènes, dans nos arbres généalogiques. On ne sait pas c'est quoi la part des femmes parmi mes ancêtres, tu sais. Puis, ça a perdu beaucoup de popularité, ça. Puis, j'écoutais un excellent... Pour les gens qui aiment écouter des balados, quand vous aurez écouté tous ceux des engagés publics, si vous écoutez, il y en a un sur Radio-Canada, Le nom de ma mère, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis, justement, l'animatrice se posait cette question-là, comment ça se fait que ça a perdu en popularité, ça? Puis, elle se rendait compte que les femmes de mon âge se posent même pas vraiment la question. Puis je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment... c'est comme on a perdu un peu de terrain là-dessus. Fait que dans le fond, ils mettent juste le nom du père, puis ça finit là, ils se posent pas la question. Puis... c'est comme si une espèce de... un peu dommage. Tu sais, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une espèce d'acquis dû à une lutte ou dû à... Tu sais, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pas juste arrivé dans le vide, là, qui ont dit « Ah, c'est bon, vous pouvez mettre deux noms. » tu sais. Fait que c'est comme si... C'est un peu comme perdre non seulement l'histoire de sa famille, mais aussi perdre l'histoire que le combat a été mené pour pouvoir mettre deux noms, tu sais. Puis une fois que tu as perdu cette notion-là, ben, tu sais, peut-être que dans 50 ans, on se souviendra pas de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont deux noms de famille, puis après ça, on va trouver ça niaiseux, puis on va rechanger ça, puis on va mettre ça à un, puis on va perdre toute une espèce de lutte qui a été faite en amont, là. Je pense pas que ça va être perdu au sens que le droit va être enlevé, mais je trouve dommage que la culture ait pas suivi le droit là-dessus. Et puis c'est pas si extravagant que ça, là, deux noms de famille, si j'arrive à convaincre certaines personnes d'y réfléchir à deux fois, là. Je suis à moitié slave, je suis à moitié bulgare, puis dans les pays slaves, les gens ont tous un prénom, un patronyme, puis un nom de famille. C'est juste que le patronyme et le nom de famille, les deux viennent du père, ce que je trouve un petit peu... Moi, je changerais tout ça, là. mais je veux dire... C'est trop d'épisodes. Ça se fait très bien. Puis au pire, si la personne, après ça, en grandissant, elle trouve que c'est long, puis elle choisit d'en porter un seul, mais elle en portera un seul, mais il y a comme une espèce de justice, un équilibre qui se fait, puis il y aurait comme un espèce de mélange après ça, là, de... Ah, les femmes puis les hommes sont autant responsables d'avoir créé ces enfants-là, puis d'avoir participé à l'arbre généalogique, là, puis d'avoir apporté leur dose de gènes. C'est drôle, puis je pense que le mot arbre généalogique aussi a comme une... rentre peut-être dans un rapport différent quand tu penses à ces deux noms-là, parce que, je sais pas, il y a 25 ans, je sais pas trop, j'avais fait un arbre généalogique, puis... Ben, tu sais, on regardait juste le nom du... Tu sais, on faisait c'était comme deux lignes, là. C'était pas un arbre, genre, qui grandissait, là. Tu sais, c'était la lignée des hommes du côté de ma mère, puis la lignée des hommes du côté de mon père, puis ça finissait là, tu sais. Puis... Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Exactement ça. Exactement, tu sais. Ah, puis sinon, François, toi, est-ce qu'il y a... Toi, plus particulièrement, est-ce que t'as une lutte en tête pour les femmes au Québec? J'ai une lutte pour ma fille.
c'est tout ce que je peux faire. J'ai pas l'impression, là, je laissais Viviane y aller parce que j'ai pas l'impression d'être un expert sur ce sujet puis de comprendre leur réalité. Fait que la seule affaire, moi, je pense que ma maman m'a bien éduqué. J'enverrai le clip. Mais je pense que j'ai été bien éduqué là-dessus. Puis la seule chose que le sujet m'évoque, c'est de m'assurer que tu parlais de cette perte ou de certains reculs, m'assurer que quand ma fille va être plus grande, elle ne perdra pas, il n'y aura pas de recul qu'elle va vivre, puis qu'elle va avoir été bien éduquée là-dessus pour qu'elle vive pleinement sa vie, puis que ça ne soit pas un frein aucunement qu'elle soit une femme. Là, c'est beau, puis tu sais, François, tu sais comment est-ce que tu fais ça dans la vie? Comment je fais ça, LP? Tu t'engages. Puis... tu peux aller sur notre site web pour savoir comment faire. Non, mais sérieusement, tu sais, je pense que le côté d'aller s'impliquer, puis je pense qu'on peut voir un peu partout dans la société qu'il y a comme plein de façons où est-ce qu'on peut devenir un allié féministe ou juste un allié de la cause des femmes ou quoi que ce soit, puis peut-être que juste discuter dans un podcast, c'est une façon. Mais aller ailleurs puis regarder qu'est-ce qui existe autour de nous, c'est aussi une autre façon. Puis, dans les jobs, par la législation Exactement. aussi, j'imagine, Viviane. Qu'est-ce que tu prônerais, toi? Une question. Bon, une chose qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'analyse différenciée selon les sexes, rendre ça obligatoire quand il y a des nouveaux projets de loi. Je pense que ce serait une bonne chose. Disons que ça mettrait au jour très rapidement les disparités, les biais qu'on a quand les gouvernements, on l'a réglé cette question-là tout à l'heure, les gros ministères dirigés par des hommes font des lois, ils ne se rendent pas compte de comment ça impacte différemment les hommes et les femmes. Donc ça, ce serait un bon projet de loi. Commençons avec ça. OK. Ben, si vous voulez, on va passer à un prochain sujet. On va parler de ce qui se passe ici au Québec. Donc, on continue le creux de vague en espérant qu'il n'y ait pas une remontée de troisième vague. Fait qu'on a de moins en moins de cas encore. Le gouvernement a annoncé le retour en zone orange partout où c'était rouge, excepté dans la grande région de Montréal. Yeah! Sinon, à Ottawa, ils devraient recevoir des doses de vaccins cette semaine. À Montréal. Oui, c'est ça. On est tous à Montréal sur l'émission aujourd'hui. Fait qu'Ottawa va recevoir un peu moins d'1 million de doses cette semaine. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire avec ça. La ministre Charest annonce un budget pour contrer les effets exacerbés de la pandémie sur les femmes. Fait que, on parlait justement d'effets différenciés par rapport au projet de loi, mais c'est également aux phénomènes qui touchent nos sociétés sans que ça, comme le coronavirus, c'est pas vraiment une loi, mais d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les groupes différents sont touchés. On peut se rappeler que 68% des emplois perdus touchaient des femmes. Le ministre Boulet annonce une aide pour reconnaître les qualifications des personnes formées à l'extérieur. Ouais. Le PLQ demande à ce qu'on reprenne les cours en classe à temps plein pour les secondaires 3, 4 et 5 en zone orange. Une manifestation est organisée à Québec pour demander le retour des sports. Il y a des actions dans 6 villes du Québec. Les groupes appellent au rejet de GNL Québec. Et du côté de QS, ils ont développé ou plutôt dévoiler un plan de relance de la pandémie. Donc, ça se fait à travers une augmentation des taxes des plus riches puis des entreprises, puis ensuite des recrutements massifs au gouvernement. Donc, vraiment classique, là, on pitch l'argent puis on repart la machine. Puis également, on propose une réforme parlementaire, une espèce de côté qui comprendrait des impeachments de députés, des référendums d'initiatives populaires, des instaurations de chambres des générations. François, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Plein d'affaires, LP. Plein d'affaires. J'étais content. Je t'ai demandé d'animer cette semaine. J'étais tanné. Je voulais te dire des choses. Plein d'affaires. OK. Je suis content pour la pandémie. Je suis content que ça baisse. On voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Juste 5 secondes. Là, on est dedans. Il faut juste serrer les dents. Mais il faudra faire après un examen sur ce qui s'est passé au fédéral. Aux States, ils avaient un débile mental à la présidence. Biden est arrivé. Il y avait fuck all de plan. Là. L'administration Biden est arrivée, ils l'ont dit, ils n'ont aucun plan de vaccination, on part from scratch. Puis en mai prochain,
tous les adultes américains vont être vaccinés, ou à peu Mhm. près. Mettons que c'est juin. Là, tu dis qu'il y a des retards en plus encore cette semaine des vaccins au fédéral, au Canada. Il va falloir à un moment donné faire le diagnostic de ce qui se sera passé au fédéral. Je comprends qu'il y aura peut-être des jeux de compétences, vu que c'est des compétences provinciales, fait que c'est de la misère de coordonner tout avec le fédéral, mais on C'est plus simple s'il y avait pas de fédéral. l'échappe pas, mais ça va être long. On dirait que ça va être long au Canada. Mais plus sérieusement, ça fait quelques épisodes que je veux vraiment revenir sur des lectures que je fais sur la pandémie. Je recommande fortement aux auditeurs le dernier livre de Fareed Zakaria, qui est sur les leçons de la pandémie, où il fait vraiment ce qui est fun avec Zakaria. C'est un ancien chercheur qui est passé à CNN comme animateur. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il fait pour se préparer à son show. Comme nous autres, il lit, lui, il fait ça de sa vie. C'est pas notre cas. Nous autres, là, on a des vrais jobs. Mais lui, il se prépare à son show. Ses journées sont remplies à faire des lectures, se préparer pour son show. Fait il accumule plein de lectures et il en fait une espèce de pot pourri de best-of de ce qu'il a lu et de ce qu'il a compris de la lecture de plein d'études et de recherches. Et là, ça, c'est intéressant. On se base un peu plus sur la science que sur les commentaires de Richard Martineau ou sur le nôtre. Mais là, je commençais à trouver ça intéressant. Puis, les choses qui m'ont vraiment flabbergasté, que j'ai noté, que je trouve pertinent, qu'on dit souvent dans le balado, puis je pense qu'il faut qu'on se les répète, puis qu'on commence à mettre plus d'accent là-dessus pour bâtir un peu ce qui s'en vient, la vie post-pandémie. C'est 3 affaires que j'ai notées. Un, les pays où on a le mieux fait face à la pandémie, c'est pas tant, désolé pour nos amis de gauche, là, de socialisme, c'est pas tant là où il y avait des pays où il y avait un gouvernement qui était soit plus interventionniste, plus gros ou plus conservateur, moins interventionniste. C'est vraiment les pays où on a été plus efficace. Et donc, on avait plus une notion d'administration, de gestion que de taille de l'État, de parti au pouvoir. Puis ça, c'est intéressant quand même de voir ça. Il y avait aussi, grosso modo, la notion culturelle était dominante. Meaning que, par exemple, si on prend l'Est de l'Asie, ils ont déjà un sentiment collectif très fort de « on est tous dans le même bateau », clin d'œil au slogan des engagés publics. Puis, le masque devient la représentation de ce désir, de ce sens du collectif. Puis parce que dans le fond, tu ne le fais pas pour toi. Quand tu portes le masque, c'est pour protéger les autres. Je sais qu'il y en a qui encore ne comprennent pas ça. Là. Le masque ne te protège pas. Le masque protège les autres parce que toi, tu expires et toi, tu atchoumes, etc. Puis c'est vraiment l'expression de cette culture-là qui, eux autres, avaient déjà cette habitude de porter un masque quand ils étaient malades puis aller au bureau. T'sais. Fait que l'individu... Ouais, vas-y, Alpin. Je trouve que c'est super intéressant comme point. Puis tu sais, je ne l'ai pas lu, mais juste à t'entendre parler, ce que j'ai l'impression que ça me dit, c'est que c'est des pays où ils ont comme une forte appartenance, ils ont aussi une forte solidarité, mais qui n'est pas nécessairement enchâssée à travers la gouvernementalité. C'est pas la Suède où est-ce que le gouvernement dit « nous sommes solidaires ». Non, c'est la Corée du Sud où les gens se disent « on est Coréens du Sud, on est tous dans le même bateau ». Au lieu que le gouvernement leur dise. C'est ça, c'est vraiment une relation complètement différente à la question de solidarité. C'est une solidarité qui vient un peu naturellement, une solidarité à travers la culture, comme tu le dis, au lieu d'être comme, vraiment comme une solidarité administrative, ou quelque chose comme ça. Puis les études vont plus loin. Ce que Zakaria soulevait, c'est que l'individualisme culturel a été un problème. Puis là, moi, je pense tout de suite au changement climatique en même temps, mais si je veux rester sur le sujet, pensez au Texas, qui vient de se réouvrir à 100%. Ils vont l'apprendre à la dure. Là. La science et les microbes marchent, la physique marche d'une manière qu'ils vont l'avoir d'un dent bientôt, eux autres. Là. Fait que je trouvais ça intéressant que c'était un avantage d'avoir ce souci collectif dans la culture, dans la communauté. Puis comme tu dis, pas juste l'État qui dit quoi faire. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, François. Je trouve ça beau, en fait, là, de se dire on est tous dans le même bateau, puis il faut... je trouve que ça me manque là, en ce moment, ce sentiment que
qu'on s'en va quelque part ensemble puis qu'on fait partie de la même affaire ensemble là, au Québec. Sans vouloir diminuer l'importance de ce que tu dis, par exemple, par rapport tu peux être pas spécifiquement au d'accord. masque. Vas-y, garde-toi. Non, mais parce que je suis d'accord, mais par rapport spécifiquement au masque, par exemple, moi, c'était pas clair, nous, ici, que le masque protégeait les autres. Ça a été long avant qu'on comprenne, avant que ça permet que ça, dans les discours de la santé publique que porter un masque pour protéger les autres. Puis là, une fois que ça s'est su, oui, ça a été difficile quand même parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais en liberté, hein, je respire pas bien dans un masque. » Mais ça fait longtemps que j'ai dit « non » comme ça. Tu te gênes, là? Mais bref, je sais pas, si on avait su ça dès le début, si on avait bien appliqué ça, parce que je pense que dans ces pays-là de l'Est de l'Asie savaient ça. C'était pas la première pandémie qui les frappait plus durement. Nous autres, on est arrivés, on savait rien, là. Puis on aurait dû comprendre ça de leur exemple. Vous rappelez-vous, au début, là, c'était fucké là, de porter un masque. Au début, c'était comme, on n'était pas habitué. Puis là, à cette heure, c'est comme naturel, là, ça a changé. Puis c'était comme carrément, non, moi, cette personne porte un masque, moi, je le sais que ça sert à rien. Ouais. Je regardais de haut. Là. Puis même, c'est comme les employeurs, puis la STM ont envoyé des masques, puis tout ça, mais comme, ils ont envoyé des masques, là, pas comme en mars, là, ils ont envoyé des masques un moment donné, là, je veux dire, c'était pas, autant qu'à certaines places, c'est un automatisme. Ici, les gens ont juste pas de masque dans la vie, puis quand les masques sont arrivés comme relativement tard, tu sais, fait que c'est déjà, tu sais, puis je pense que tout le monde dit qu'avec la pandémie avec laquelle on vit, ben les masques vont devenir quelque chose que tout le monde possède, mais c'est quand même quelque chose à voir, tu sais. Est-ce que ça va suffire, cette pandémie-là, pour nous amener à cette réalisation-là, puis à la reconnaissance qu'il faut protéger notre prochain? Ceci dit, les masques, c'est quand même un seul exemple des comportements que tu décrivais, François. Là. Le fait de savoir qu'on fait partie d'un système puis qu'on est tous interreliés puis de prendre juste la place. Puis tu sais, c'est comme ça fait partie de la courtoisie. Puis ça, on l'a. On la réapprend. On réapprend à la dure. Ouais. Mais c'est comme quelque chose que l'espèce de... Pour moi, c'est un peu... un corollaire du système économique qui nous a appris que comme, ben, tu sais, si toi, tu t'occupes de tes affaires, tu vas réussir. Tu sais, c'est beaucoup dans l'individualité, là. Fait que c'est sûr que ça te pousse pas à te réfléchir comme membre du collectif non plus. Mais il y a un bon côté là-dedans. Il y a dans l'individualité, il y a quelque chose à ne pas perdre qui est la responsabilisation. Puis il y a le mauvais côté de se dire je fais mes affaires pour moi, je me crisse des autres. Mais il y a. Puis, pourquoi je vous ai amené la culture, c'est que je trouvais ça intéressant parce que je trouve ça dommage. Peut-être, je vais parler à travers mon chapeau, je ne suis pas historien, mais des fois j'ai l'impression que la conquête nous a cassés. Puis qu'on met beaucoup la responsabilité de la vie en général sur l'État. Et j'imagine jadis naguère l'Église. Mm-hmm. Et on a peu le sens de la responsabilisation individuelle. Puis, je trouve ça bien. Il faut avoir ce sens du collectif-là, mais il faut aussi prendre conscience que dans cet équilibre-là, il y a l'autre penchant de ça, c'est de ne pas mettre toute la responsabilité sur le gouvernement. On a chacun d'entre nous une part de responsabilité puis des gestes à poser pour faire partie de cette collectivité-là. Puis, tu sais, je trouve que de chialer que c'est le go, là, il y a bien des affaires qui ne sont pas correctes, puis on en chiale chaque semaine aux engagés publics, mais il y a une part de responsabilité aussi qui est à nous, puis de se regarder aussi qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut faire, puis on chiale du gouvernement après, mais commençons par suivre les bonnes mesures sanitaires, puis après ça, on verra. Là. Puis je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est intéressant de regarder les gens qui manifestent contre le masque et ces affaires-là. T'sais. On peut être contre, ou la science même peut être contre leur opinion pour laquelle ils manifestent, mais peut-être que ces gens-là, ils n'ont jamais pris part à un mouvement collectif pour défendre leur liberté puis la liberté de leur père. Puis j'ai l'impression que
sais, même si on peut bien rire puis dire ah, c'est parce qu'ils comprennent pas ou ils aiment pas ça respirer dans un masque ou je sais pas trop, mais ultimement, l'espèce de réalisation qu'on a cette liberté collective, cette liberté, je sais pas trop si elle est collective ou individuelle là, à ce point-là, là, mais tu sais qu'il y a quelque chose aussi, parce que selon moi, si tu es libre, tu dois aussi être responsable de tes actes. Ça vient avec les deux. Mm-hmm. Puis je pense que de regarder ça, c'est que tu sais, les gens réclament la liberté, mais après ça, on peut se demander, ben tu sais, voilà. Oui, tu es libre, mais après ça, est-ce que tu veux, en tant qu'agent de la société, être responsable aussi, tu sais? Puis moi, si le gouvernement disait t'as pas besoin de porter le masque ou comme on t'impose rien, ben tu sais, je serais tellement heureux que tous les gens se responsabilisent et désirent eux-mêmes porter le masque pour protéger leurs prochains. Mais comme tu dis, François, on est un peu dans la société où est-ce qu'il faut que quelqu'un nous dise quoi faire. L'autre affaire qui me stresse, c'est l'économie du Québec. Parce que là, on l'a vu que, et je reviens au livre de Zacharia, le backbone à cette heure de l'économie, c'est l'économie numérique, ou du moins dans la diffusion d'informations, dans la distribution, tout ça est rendu numérique. Fait que c'est l'économie en ligne qui domine. Puis au Québec, au Canada, Dieu qu'on est en retard là-dessus. Mon Dieu que ça... Puis je veux dire, il va y avoir un nettoyage qui va se faire malheureusement avec beaucoup de business, mais on le voit que là, il y a pas un retour du balancier, mais il y a un changement, je pense, sur ce qui est sur quoi l'économie va reposer. Et ce ne sera plus une distribution physique. Il va encore avoir de la distribution physique, puis j'ai mes boîtes d'Amazon qui m'attendent, mais le transfert d'informations va être maintenant dominant, prioritaire. Puis tu peux te partir une boîte, une entreprise physique, produire du stock, vendre tes services. Mais quand tu vas maintenant avoir des clients, avoir des relations dans ton modèle d'affaires, dans tes objectifs d'affaires, il faut absolument que tu prennes en compte la distribution d'informations. Tu ne peux plus, comme avant, là, je mets mon chapeau plus de marketeur, là, tu ne peux plus avoir une opération d'affaires, faire tes shit, faire ta production. Et là, comme en deuxième temps, là, comme une affaire un peu en dessert, oui, on va avoir un site web. Bon, ça ne me tente pas. On va faire un site web. Oui, on va avoir les médias sociaux. Il faut que tout ça là, soit intrinsèque là, dans ton modèle d'affaires puis dans tes opérations. Puis toute ton entreprise repose sur ce backbone-là. Puis les entreprises qui ne font pas vont perdre au change premièrement, puis éventuellement peut-être disparaître. Je pense que c'est intéressant comme point de vue, mais je pense qu'il y a comme plein de... En tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plein de contrepoints aussi. J'ai l'impression qu'avec la pandémie puis le fait que bon tout le monde prenait des marches, je pense que les gens ont aussi beaucoup plus découvert leur quartier puis découvert qu'est-ce qui est disponible dans leur quartier. Puis à travers ça, ça m'a mené à beaucoup plus faire du magasinage comme en personne ou de comme découvrir une boutique puis après ça de communiquer avec cette boutique-là pour faire une commande ou peu importe. Comme mettons des vêtements de plein air que j'ai achetés dernièrement, j'aurais pu les commander en ligne sur le site que j'utilisais avant ou je sais pas trop, mais il y a une petite boutique de randonnée à comme 5 minutes de marche puis je l'ai un peu découverte à travers la pandémie. Puis je pense que j'étais déjà passé devant, mais comme je m'étais... on dirait que j'avais pas je sais pas si... C'est pas une question de temps à perdre, mais on était tellement dans un mindset aussi de il y a un magasin, je vais comme le regarder. Je vais comme... C'est pas que j'ai rien d'autre à faire, là, mais dans le sens de comme... je suis là, puis je suis disponible, puis tout. Mais par rapport à ce que tu dis, Louis-Philippe, moi, je me pose deux questions parce que moi aussi, c'est vrai, là, ça fait même... Je suis fière d'annoncer que ça fait des mois que je n'ai pas commandé sur Amazon. Mais oui, ça durera pas éternellement, malheureusement, mais je fais de mon mieux. Moi, ça faisait plus qu'un an hier. Si d'abord... Ouais. Ah, je gâché ça. Ouais. Je cherchais de quoi... Pour vrai, un an, LP? Plus qu'un an. Ça faisait plus qu'un an. Sans face, bravo, parce que je m'efforce de ne pas le faire, mais il y a des fois où c'est juste... à un moment donné, tu pèses un peu le pour et le contre. Là. Hier, j'ai brisé parce que j'ai juste jamais trouvé ce que je cherchais ailleurs. Puis j'ai fait comme... c'est ça. Tu sais, puis c'est comme après 2 semaines de recherche ailleurs, j'ai fait comme « Ah, merde, je suis obligé d'aller chez Amazon. » Mais les deux questions que je me posais, c'est est-ce qu'on est représentatif de la population dans nos comportements?
Puis l'autre question, c'est est-ce que ça va être durable, Mhm. ces comportements-là? Oui, en ce moment, il y a quand même un message fort de soyons solidaires des commerces locaux, encourageons les entreprises d'ici, tout ça, à cause de la crise. Mais est-ce que ça va durer, ça? Puis une question de ce goût-là? structure aussi. C'est quand ton modèle de distribution change, quand tes chiffres d'affaires changent et sont en train de fondre. Tu sais, même s'il y a 10 LP qui se pointent dans un magasin, mais que je vais prendre l'exemple le plus facile qui me vient, une librairie locale. Là. Il y a une nouvelle librairie qui s'en vient dans Hochelaga. Ben, c'est pas le premier réflexe de bien du monde. Puis la facilité va gagner. Puis premièrement, on est tous en train de consommer dans le sens général sur nos médias sociaux, sur nos appareils. Donc, toute interaction avec les consommateurs passe par le numérique. Donc, on fait de la pub, on est visible. C'est de plus en plus rare des LP qui se promènent juste pour le fun. Là. Puis est-ce que ça va durer? Je m'inquiète. Je m'inquiète. Puis comme je dis, Zacharia dit que les études, là, ce qu'on voit, c'est que le modèle change. Fait que ça va être durable, d'après moi, malheureusement. Mhm. Ouais, en tout cas, le point que je voulais apporter, c'est que je pense qu'il y a quand même, malgré que le côté numérique est comme rendu super important, j'ai aussi l'impression qu'il y a une contre-culture en même temps. Puis peut-être que c'est exactement comme ça qu'il faut l'appeler, une contre-culture, parce qu'elle est peut-être minoritaire, mais elle va à l'encontre de tous ceux qui commandent sur Amazon, ou je sais pas trop. Puis, ouais, puis autant que d'autres contre-cultures dans le passé ont perduré, je pense que c'est pas nécessairement fini demain matin, cette contre-culture-là. Sinon, y a-tu d'autres comme. Je veux pas comme monopoliser le balado, là. Je sais pas si Viviane, tu voulais embarquer sur quelque chose? Ben moi, je voulais que tu abordes ton deuxième grand point là, dans les notes, François. J'avais envie qu'on discute de ça, mais là, on a peut-être On va me faire canceller. C'est LP, c'est toi qui décides, t'es le boss. Ben, si tu veux, je veux dire, si tu veux absolument en parler, François, je sais que tu t'en as écrit dans tes notes, fait que j'imagine que c'est un sujet qui tient extrêmement à cœur. Ouais. Avant que j'embarque sur les satanés woke, fait que juste dire que QS, je suis quand même intéressé par les propositions de QS cette semaine. Je trouve ça intéressant, l'idée d'impeachment. Chambre des générations, je suis pas sûr. J'irais plus sur une chambre de région avec une satanée république du Québec, mais ça, c'est un autre débat, je pense. Ouais, mais je pense qu'en effet, le côté régional, puis comme communautaire, puis je pense que ça revient encore à ton point précédent, je pense que c'est quelque chose dont je voulais parler, c'est que je pense qu'il y a aussi eu peut-être plus d'échanges à l'intérieur de la communauté, puis tu sais, il y avait comme on dirait qu'il y avait la barrière de la COVID, fait comme, peut-être que je vais moins parler à mon voisin, mais en même temps, si j'ai besoin d'une drill, je vais-tu la demander à mon voisin ou je vais aller sur Amazon? Puis j'ai encore l'impression qu'il y a peut-être une contre-culture de ce côté-là, de gens qui ont utilisé ces espèces d'applications de partage de ressources puis d'affaires comme ça pour... Tu sais, vu que les gens ont passé beaucoup plus de temps à la maison, peut-être que finalement j'en veux une drill, puis je vais peut-être pas l'acheter, je vais peut-être juste l'emprunter pour mon projet de la semaine, puis ça finit là. Fait que je pense qu'il y a quand même, tu sais, c'est vraiment un entre-deux de autant on s'est séparés, puis on s'est individualisé parce qu'on voulait pas tousser sur son voisin ou on voulait pas se faire tousser dessus par son voisin. Mais on a aussi le point où est-ce que, tu sais, on est resté à la maison, donc on s'est rapproché de notre communauté, de notre quartier, tu sais. Mais je suis restée stickée sur ce que tu disais, François, par rapport aux propositions de Québec solidaire, là, puis une chambre des régions. Là. C'est juste, les régions sont représentées déjà par un système uninominal à un tour, un système d'élection uninominal à un tour qui fait en sorte qu'il y a comme certaines distorsions pour tenir compte des particularités des régions. Sauf que c'est une chambre des représentants. Puis je trouve qu'un Sénat, puis là, c'est vraiment... on est dans un débat de Sciences Po à fond, là. Oh boy! Allons-y. Quand tu regardes en Allemagne, avec le système actuel, quand tu regardes aux States avec le système de Sénat, on a déjà eu une chambre rouge ici aussi. Je détesterais pas.
un contre-pouvoir Tant qu'elle n'est pas trop rouge. à la Chambre des représentants, qui, mettons, est le salon bleu, un salon rouge avec 2 élus, appelons-les les sénateurs, pour simplifier mon exemple, 2 sénateurs par région du Québec. Je trouvais ça intéressant parce que là, le problème qu'on a avec le système parlementaire britannique, c'est qu'on a une seule chambre. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le gouvernement est dedans. Ça, on pourra en reparler une autre fois. Mais il n'y a pas... Les régions sont sous-représentées dans le sens où il y a une déformité au nombre d'électeurs, premièrement. Puis, il n'y a pas une égalité en termes de... Il y a beaucoup trop de députés à Montréal mettons, si on prend la région de Montréal, il y a plusieurs députés à cause du nombre de citoyens. Puis ça pourrait être équivalent ou avoir des bons ballons ou avoir un bon équilibre ou créer des bons débats et faire des projets de loi qui sont plus représentatifs des volontés populaires que d'avoir 2 chambres où tu as quelque chose qui est beaucoup plus qui vient du nombre et quelque chose qui vient plus de ta géographie puis ta représentativité géographique. Donc, la réalité là, de la division Montréal-Québec me stresse bien gros aussi. Puis je pense que d'avoir une chambre comme ça nous permettrait de ramener un petit peu des fois de réalité des régions dans certains partis et de créer des ponts en région avec les réalités de Montréal. Parce que c'est une dichotomie là, qui, je trouve, de plus en plus importante. Même préoccupante. Zacharias en parlait dans son livre. Il disait, lui, il allait très loin. Il disait que la division ruraux-urbain est devenue plus importante en termes politiques là, que la division, mettons, raciale ou d'âge. Parce que regardez la dernière élection au Québec, regardez la dernière élection aux States. Les modes de vie sont tellement différents. On n'a plus de débat ou je vais le dire autrement, on n'a plus de processus de négociation de ces intérêts divergents-là dans le système actuel. Puis ce processus de négociation-là, on pourrait l'avoir en ayant une représentation plus équilibrée des régions, mais il y a peut-être d'autres systèmes. Mais je trouve ça intéressant, mais je trouve que... Puis là, je suis perdue dans ce débat ultra technique, je m'excuse. Mais je trouve que il faudrait que ça s'accompagne alors d'une plus grande représentation, d'une plus juste représentation dans le Parlement, à l'Assemblée nationale, en contrepartie de si de toutes les diversités en général. Régions, là. Une plus grande représentation mais dans le fond, il faut changer le mode de scrutin en réalité. Oui. Si on change le mode de scrutin, tu pourras plus me convaincre avec l'idée Mais pourquoi tu penses qu'on est souvent... Puis moi, on veut tout changer, on veut tout mettre à terre et repartir d'abord. Non, mais c'est correct, inquiétez-vous pas. On va faire un pays à part sur une page blanche. Si vous votez pour la CAQ à la prochaine élection, ils vont changer le mode de scrutin. Là. C'est ça qu'a dit Sonia Lebel à nos heures. On va voir si c'est vrai. Mais, si on vote pour la CAQ aux prochaines, comme dans le fond, s'ils gagnent un 2e mandat, ils vont changer le mode de scrutin, c'est ça? Oui. Non, c'est supposé être déjà fait. Ça va être historique, elle disait. Non. Faites-leur confiance. C'est le projet de loi, non, elle a dit sur nos ondes que ça allait être fait avant la prochaine élection. On va voir. Je ne sais pas si tu avais fini sur ce sujet-là, Viviane, sur ce que François disait. Oui. Ouais. Parce que j'ai quand même deux points, je sais pas, pour réagir à ton point sur le Sénat. Moi, sérieusement, ça m'intéresse full d'avoir un Sénat, mais au lieu d'être du monde élu, moi, ce serait des gens qui sont tirés au sort. Parce que... Ben, c'est dans la proposition de QS. Bon, ben tu vois, j'avais même pas vu ça. Comme le jury duty, genre comme le jury duty. Parce que sérieusement, là, il y a beaucoup de députés là, ils sont pas meilleurs que monsieur ou plus qualifiés que monsieur, madame, tout le monde pour comme prendre des décisions sur où s'en va la société. Puis là, après ça, je dis pas que n'importe qui devrait décider de quel est le plan dans les plus grands détails de dépenses du gouvernement. Parce que anyways, c'est ni les ministres ni les députés qui font ça. Eux, ils reçoivent un plan des gens qui sont les experts, puis ils prennent des décisions là-dessus. Fait que, tu sais, au final, les gens qui se font élire, c'est leur... Tu sais, je pense que leur qualité première ou tu sais, dans leur CV, ce qu'ils devraient mettre en haut, c'est capacité à être élu et non pas capacité à comme diriger une nation ou quoi que ce soit. Là. En tout cas, tout à fait juste. C'est comme mon point sur le Sénat, puis c'est comme ça que je vais d'accord avec le tirage au sort. Totalement désaccord, mais je veux pas qu'on fasse ce balado de 8 heures, mais totalement désaccord. On se fera un balado spécial sur le tirage au sort. À Joe Rogan qui dure 4 heures.
Mais je te laisse y aller, LP. Mais, Moi, j'ai encore d'autres points, mais on peut closer ça là, si vous voulez avoir une vie ou... Mais sinon, sur la question de représentation des régions, ce que peut-être qu'on pense moins quand on regarde des chiffres, là, le nombre de députés, puis tout, c'est aussi la représentation du pouvoir économique. Ultimement, si les grosses affaires se brassent à Montréal, est-ce que j'ai tant d'avantages que ça à pousser des projets qui se passent ailleurs qu'à Montréal aussi, parce que c'est le centre névralgique économique et tout. Fait que, même quand tu vas construire une usine ailleurs, souvent c'est lié à quelque chose qui a rapport avec une métropole à quelque part. Fait que je pense qu'il faut quand même médiatiser la question du pouvoir politique à travers la question du pouvoir économique. Puis là, ce que je suis en train de dire, c'est pas, vu qu'il y a du pouvoir économique plus à Montréal, ça prend plus de pouvoir politique à Montréal. C'est plutôt le contraire. C'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a un gros pouvoir économique à Montréal, puis que ça a un effet de distorsion même sur le pouvoir politique. Vous quand même, tout ce que vous dites sur les divisions métropole, centre urbain, milieux ruraux, c'est tout lié aussi avec les divisions entre les générations, puis les divisions raciales. Donc, c'est comme tout interrelié, là. Alors, bon, est-ce que c'est les régions qu'il faut mieux représenter, les c'est de choisir générations aussi? Je pense que c'est important. Là. facteur. Il y a des gros clivages entre les générations depuis un bon nombre d'années maintenant, je pense au Québec. Là, puis ça aussi, là, je pense qu'il y a un lieu de médiation dont on a besoin. Même chose pour les divisions raciales. En parlant justement de ça, François, je te passerai le tu me laisses y flambeau aller? pour... ouais, on va y aller. Puis... Parce que ça fait plusieurs épisodes où j'anime, puis j'entends des gens s'exprimer, puis j'embarque. Mais tu sais, c'est moins notre job puis là, on va déborder à soi, mais on veut quand même pas non plus parler jusqu'à la fin des temps. Donc, des fois, on en parle moins, mais j'ai beaucoup de malaise avec tout le débat woke, Black Lives Matter, racisme systémique. J'ai beaucoup de malaise avec le débat public. Puis je tenais à partager ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai entendu beaucoup dans le dans le débat public. J'ai un malaise des deux côtés où j'entends j'entends des extrêmes s'échanger entre eux. Puis ça me crée un malaise d'abord. J'entends des extrêmes où j'ai de la misère avec un côté plus nationaliste, plus identitaire qui est constamment en train d'essayer de se défendre et que sa réponse, c'est pas de juste dire oui, il y a du racisme, mais essayons de le régler. C'est plutôt dans une position de victime où on se défend. Puis j'ai de la misère avec l'autre extrême où on essaie de juste faire dire un mot puis de faire gotcha au lieu de dire voici les problèmes et voici comment on pourrait régler le racisme. Puis j'imagine que je vais boucler la boucle, ça revient aux médias, ça revient aux clics ou whatever, ça revient à la division sociale, mais pourquoi on ne parlerait pas plus de l'importance d'aider les autres, l'importance de trouver ce qu'on a en commun, l'importance d'aller au-delà de nos différences, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les immigrants, les communautés culturelles, les personnes de la communauté afro-américaine, etc. Je l'entends moins, puis ça me désole, puis c'est un peu... L'important, au moins, on sait que ce débat-là n'est pas parfait, mais ce débat-là fonctionne. Et je reviens avec le féminisme. Puis il y avait une étude il y a quelques semaines qui disait qu'il y avait moins, une étude quantitative qui regardait les chiffres, il y a moins de meurtres et d'arrestations d'Afro-Américains en ce moment aux States depuis le mouvement Black Lives Matter. Fait que quantitativement, on regardera le qualitatif pour voir qu'est-ce qui explique ça, mais les chiffres sont à la baisse, contrairement aux années précédentes. Fait que c'est déjà bon de voir qu'en parler, un peu comme on parlait tantôt des agressions sexuelles, en parler, avoir ce débat-là public, ça semble avoir un effet positif sur nos mœurs, sur nos coutumes. Mais je reviens à mon point. J'ai un malaise avec le débat public où on parle plus moi, j'entends des extrêmes, j'entends des positions qui veulent avoir raison, qui ne veulent pas gagner. Il faut que tu dises le mot systémique, il faut que tu découvres qu'on n'est pas aux States ici, puis que tu n'as pas raison, puis au Québec, on n'est pas raciste, puis alors que le débat devrait être plus qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde s'entend qu'il y a des problèmes en général.
Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation? Quelles sont les demandes des communautés culturelles qui vivent ça? Puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire législativement pour améliorer leur vie ou dans leur quotidien pour améliorer leur vie? Fait que, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Je trouve ça intéressant. Je pense que ce que tu dis, ça pourrait rejoindre tout le monde. Moi, je vois beaucoup dans le débat public. Tu dis comment tu as dit ça? Enfin, moi, je vois beaucoup de chercher des clics, chercher Des de la clics? validation, des clics, Oui. susciter des clics, chercher la validation sociale aussi. Puis effectivement, je pense que le débat gagnerait à avoir davantage de construction, là, de constructif. Mais ça fait partie de tout ce qui est un petit peu tordu avec la situation que les médias vivent et puis les réseaux sociaux et puis tout ça. Je pense que c'est un débat qui exemplifie bien les problèmes qu'on a à ce niveau-là. Puis, tu sais, la démocratie, c'est messy. La démocratie, c'est tough. C'est normal qu'on a des débats qui sont tannants, qui sont éreintants, qui sont fatigants. Mais il faut qu'on canalise ça vers des portes de sortie. Il faut qu'on canalise ça vers de l'action concrète. Puis ça ne sera pas parfaitement fait et ajusté. Mais si on ne fait pas ça, on fait quoi à part se pointer les uns les autres et se dire qu'on a raison? Ça... Je pense qu'il Mais faut aussi il y a se des rappeler... actions concrètes quand même qui sont prises. Il y en a certaines. Il y a des initiatives locales. Il y a la nomination d'une... j'oublie le titre. Par la Ville de Montréal. Oui. Ouais, commissaire... Commissaire Sur le racisme systémique, I guess? Sur le racisme systémique, je pense. Je pense que les auditeurs vont savoir son titre exact, à quelle exactement. référence on... Donc, il y a des nominations qui se font, il y a des communautés, il y a du travail qui se fait quand même sous la surface des débats, des mauvais débats qu'on a. Il y a quand même effectivement des choses qui se passent. Comme tu as dit, François, le fait d'en parler, ça fait quand même un peu bouger les choses. Des fois, beaucoup. Je pense que tu sais, on utilise beaucoup le mot débat, mais j'ai l'impression aussi que des fois, ce n'est pas un débat, puis c'est peut-être ça le problème, parce que pour moi, quand tu rentres dans un débat, c'est que tu acceptes d'être convaincu et d'essayer de convaincre l'autre, mais si tu n'acceptes pas que à un certain point, l'autre puisse te convaincre, pour moi, ça peut pas s'appeler un débat. T'sais. C'est comme si je veux dire, si tu fais du porte-à-porte pour un parti, puis que tu vas rencontrer un indécis ou c'est pas trop, puis que tu y parles de ton parti, ben tu sais, ce que tu essaies de faire, c'est de le convaincre, puis cette personne-là peut te répondre avec des contre-arguments, puis éventuellement, ben peut-être que cette personne-là va finir par voter pour toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, cette personne-là, elle n'est pas comme mindée sur le fait... Désillusionnée. Non, mais je parle plus pour la personne qui est indécise. Tu sais, cette personne-là n'est pas dans son mindset d'indécis, puis refuse de changer de position, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que je pense qu'il faut accepter que si on en parle comme un débat, ben il faut le traiter comme un débat aussi. Puis quand on rentre dans ce débat-là, ben faut accepter qu'on va peut-être se faire convaincre, tu sais. Je pense que l'important, quand on entre dans ce genre d'échange, c'est la sincérité, là. Absolument. On veut faire quelque chose de mieux, donc si tu amènes de vraiment bons arguments, ben, je vais y réfléchir, puis peut-être que tu ne me feras pas changer de position totalement, mais il va émaner de notre discussion quelque chose de constructif puis de meilleur. Je crois beaucoup à ça. Intellectuellement honnête. C'est une très belle valeur. Je vais t'en donner, mais tu vas m'en donner aussi, puis on va co-construire ensemble quelque chose de plus grand. Une notion d'apprentissage là-dedans. C'est pas vrai qu'au Québec, on comprenait pleinement ce sujet-là. Dans l'écoute de soi et de l'autre, il y a un apprentissage mutuel. Puis c'est là peut-être que tu peux être convaincu puis faire « ouais, finalement, c'est... » Ceci dit, après toutes ces belles paroles, je vais quand même prendre un petit peu la défense, disons, des gens qui sont plus activistes autour du mot systémique pour les nommer comme ça, à défaut de les appeler les woke. J'aurais pu dire les woke pour faire simple, même si je trouve que ça ne s'applique pas vraiment. C'est ça, exactement. C'est pas juste vraiment comme des dénominations. mais sont pas il y a des gens, ça concerne réellement leur vie là, de façon très concrète, là, puis leurs conditions socio-économiques, puis leurs aspirations, puis les situations de danger dans lesquelles ils se retrouvent. C'est pas mal difficile d'avoir des débats sereins et nobles quand tu es aussi
impliqués émotionnellement. Donc, je pense que nous autres, il faut qu'on ait une bonne écoute à ça. Ben, je pense que également de refuser d'utiliser le mot systémique, c'est aussi malhonnête intellectuellement, parce que Je suis d'accord c'est avec pas, j'essaie pas de défendre un côté ou l'autre, c'est ça, de refuser à tout prix le mot pour sa valeur en tant que mot, c'est absolument malhonnête aussi. L'autre interrogation que j'ai, puis justement que on va closer avec ça, j'imagine. Je présume, oui. J'ai pas de réponse, mais on s'en parlera dans notre prochain épisode ensemble. Là. À un moment donné, c'est que la ligne aussi, elle s'arrête où sur les problèmes de tous et chacun. T'sais. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir retrouver un équilibre dans le débat public où il faut que tu sois à l'écoute de toutes ces, je vais dire micro, mais dans le sens de plusieurs, de ces micro-demandes-là ou de ces réclamations-là, qui sont légitimes, là, de toutes les demandes légitimes sur plus des micro-groupes ou des groupes. Puis un équilibre entre ça et créer de l'aspiration collective. Parce que là, il y a plein de causes. Puis je veux dire, nous, aux engagés publics, on dit chialez, puis appelez vos députés. Puis à un moment donné, comment tu gères ta priorisation des causes? Comment, à un moment donné, les droits des femmes ne sont pas inférieurs ou supérieurs aux droits de liberté des communautés culturelles, ne sont pas inférieurs. Comment tu priorises ça? Puis comment tu maintiens un sens du collectif, puis un but commun avec tous les groupes et toute leur diversité. Je n'ai pas encore de réponse à ça, mais je sens que je comprends le penchant plus nationaliste majoritaire de dire « Ouais, mais là... » À un moment donné, il faut trouver un équilibre entre les deux, j'imagine. Tu peux pas... Quand il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont vraiment en train de se faire tuer ou avoir des problèmes dans leur vie de tous les jours, tu ne peux pas ignorer ça. En même temps, comment tu gardes une espèce de cohésion sociale avec tout le monde, j'ai pas de réponse encore. Il faut que je pense. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on veut bâtir une société de chance le plus égale possible pour tout le monde, on fait les deux en même temps. Ouais. LP, ta réponse. Je pense que faut avoir un espèce de je pense qu'on en a parlé souvent aux engagés publics, mais avoir un projet de société, ça fait partie de ça aussi. Ça fait partie d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on va faire avec ces demandes-là, puis de comment est-ce qu'on va les traiter. Puis ultimement, c'est un peu plate que ça se fasse juste régler une fois par 4 ans, là, nos pseudo-projets de société. Là. Mais c'est pour ça qu'il faut s'impliquer peut-être un petit peu plus. Mais Échanger le système. Échanger le système absolument de A à Z. Avoir l'air public. Mais bon, voilà. Donc, sur cette note de révolutionnaire, je pense que ça va être la fin de notre épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Puis, pour recevoir notre infolettre, consultez notre boutique ou, pour vous engager, visitez engagépublic avec des s.com. Bonne semaine. Bye! On peut parler, hein? Tu peux parler, François. T'as Mais pas là, c'est assez le parlé moment pendant le plus l'épisode. Tu dis ce qu'on pense.